C'est donc bien stressant, cette intro-là. Là, tu m'avais pas préparé. Non, moi, je trouve que ça donne le goût de monter au combat. Là. Non, c'est vrai, en même temps, des fois, on a des sujets sur la Terre des Hommes qui ne demandent pas un si haut niveau de stress que cela. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 289 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Ah, ça va bien, Jay, mais ça a tout pris, par exemple, pour que je sorte de ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de faire un raid dans Assassin's Creed Valhalla, puis j'avais juste le goût de continuer, mais je savais que ça allait être aussi sanglant dans le podcast à soir, fait que je me suis débranché quelques minutes. Ah oui, ça se fait encore, ça, des raves. Un rave, ça doit être pas pire. Un rave qui s'appelle le Valhalla, ça marche. Non, là. c'est ça. Un branding à faire avec ça. Ouais, c'est ça. Hey, tu joues à Assassin's Creed en ce moment. Ouais, il est tombé gratuit sur PlayStation Network. Je ne l'avais jamais essayé. Fait que depuis vendredi 5, je tue du monde comme un païen. Ah, ok. Ouais, c'est littéralement ça. Ouais, vraiment. Non, c'est drôle que tu dises ça parce que depuis, dans le congé pascal, moi, je me suis remis à Assassin's Creed Origins. Ah, je l'ai fait juste avant, justement. J'ai fait Origin, puis là, je suis en train de faire Valhalla. J'ai Odyssey dans la liste d'attente pour après. Là. C'est mon, Okay. Non, moi, mon objectif. Je le refais au complet à Origins parce que je l'avais déjà terminé, mais c'est tellement un bon jeu. On s'en parlera dans un autre épisode. Effectivement, on préfère ça, les jeux vidéo et l'histoire. Hein? Ben oui, j'en avais fait un il y a quelques années avec Marc-André Caron, s'il écoute ce podcast. Puis on avait parlé justement d'Assassin's Creed, puis des jeux comme ça, là, des jeux qui ont rapport à l'histoire, mais on pourrait se faire une deuxième partie, ça serait très intéressant. Professeur Roussel, comment allez-vous? Moi, non. Je rêve pas, puis j'ai pas joué à Assassin's Creed en fin de semaine. Ah, mais Stéphane, dans ton temps, il n'y avait même pas de jeux vidéo quand t'es né, c'est normal. Là. C'est vrai, c'est un fait. Puis que la télévision était en noir et blanc. Ouais, c'est ça. Le code Morse est encore à la mode. Ils nous apprenaient ça à l'école. Ils apprenaient à écrire ton nom en morse. Mais non, t'es pas très gamer, toi, Stéphane. Oui, ben, je l'étais à un certain moment. J'ai comme m'a donné à arrêter. Là. Mais moi, je me suis arrêté à l'époque de Civilisation 4, je pense. OK. Ben, quand même. J'aime mieux les jeux de stratégie que les jeux de niveau individuel. OK. Les Mettons, jeux de grande stratégie, là, mettons jouer à risque sur table. Là. Ouais. Tu dois être un grand joueur de risque. On devrait se faire ça, une game de risque. Ça serait cool. Messieurs, ce soir, nous recevons un invité que lui, sûrement, qu'il a déjà joué à risque ou bien à un jeu. Et j'ai haï ça. Risque, Simon Predge? Répète ça. T'aimes pas ça, risque? Ah, c'est trop long, là, mais j'aime ça les jeux de table, par exemple. J'aime les board games, j'ai ma gang de board games, mais pas risque. Non, risque de manière de la raccourcir vraiment, là, pour en faire un jeu, une game de 2 ou 3 ans. Moi, j'ai trouvé le plus court, tu le calisses au vidange. Mais risque, c'est vrai que tu as raison, il y a 1000 manières de jouer à risque. Là. Au lieu de devoir conquérir le monde en entier, tu dis, ben là, tu donnes, tu as un objectif, là, on t'assigne un objectif, c'est conquérir l'Amérique du Nord plus l'Afrique ou genre des bébelles de même, là, ça peut prendre toutes les formes, là, mais... J'ai pas de patience. Une game de conquête fait 4 heures max. Ouais. Ah non, ça, tu le fais en 2 heures, 3 heures quand tu le fais comme ça. C'est une game de risque, on en a parlé dans un épisode précédent, Stéphane, comme ça, un petit 5 minutes, puis toi, tu as déjà joué à une game qui a duré 2 jours. 3 jours. 3 jours. Ah, on t'a jamais, c'est Non, il faut quand même prendre des pauses, là. Mais c'est qu'à un moment donné, t'es rendu, c'est le front de l'Ouest en 1916, là, que c'est complètement collé, comme on dit par chez nous. Les gars, on ne va pas parler de jeux de table vintage ce soir. Ça dérape déjà, ça va pas bien. Oui, c'est ça, ça dérape déjà. Non, c'est un deuxième épisode consacré à la littérature en ligne. Alors, la semaine passée, on a parlé du livre de Stéphane, alors Allemand-Canadien face à face. Mais là, j'avais l'idée d'inviter Simon Predge parce que Simon t'a sorti un troisième opus, un troisième ouvrage en moins de 4 ans qui se nomme La mort sur ordonnance. Et puis, dans le fond, t'en as sorti quelques-uns là, en 2020, La mort en héritage? Oui. Ça, c'est quelques mois après, c'est à peine 3 mois après qu'on se soit parlé en 2020. La dernière fois, là, pour ceux qui se demandent, il me semble que Simon Predge d'Ars Moriendi, il est déjà passé dans Sur la Terre des Hommes. Vous ne rêvez pas, c'était en pleine pandémie.
Et puis, à cette époque-là, on a fait l'épisode avec un masque. Hein? Tu te souviens, Simon? Je me souviens de ça. Sûr, hein, pour pas que ça passe dans la fibre optique. Et puis, en 2022, avec ton bon ami Charles Beauchesne, ouais. Tu as sorti Chronique de l'abîme et autres récits des profondeurs. Oui, qui était né d'un épisode de Poisson d'avril, en fait. Qui était né de l'épisode de la mine. C'est ça, ça a donné, finalement, on a créé d'autres histoires, puis on a élargi, on a fait grandir l'histoire, mais c'est juste parti du Poisson d'avril que j'ai fait avec Charles au podcast, dans lequel on s'était amusé à inventer une histoire de toutes pièces, il n'y avait absolument rien de vrai. T'as-tu déjà passé? C'est juste à la fin. T'as-tu déjà passé dans son podcast? Sûrement. Non, mais c'est pas un podcast avec des invités non plus, là. Non, c'est ça, mais c'est vraiment narratif, c'est vraiment, si vous avez jamais écouté les pires moments de l'histoire, allez écouter ça, c'est un bijou. En fait, je pense que ça, pour dire qui ne connaît pas les pires moments de l'histoire. Ben oui. Ouais. C'est quand même il y a le toujours podcast de quelqu'un l'année. qui c'est sa première fois qu'elle entend parler. Là. Mais, effectivement. On est chanceux d'être le 2 avril aujourd'hui, finalement. Hein? C'est ça que tu nous dis. Et puis, en 2024, ben là, on parle de la mort sur ordonnance. Ma première question, mon cher Simon, t'aimes ça la mort, toi, hein? As-tu hâte de mourir? Attends, là, wow. Comme tu as dit tantôt, il y en a toujours un d'entre nous que c'est la première fois qu'il meurt. Non, mais la mort, les monstres, le lugubre, ça te passionne, ça te fascine? Oui, mais c'est ça, c'est pas la mort qui me passionne. Non, au contraire, là, je suis vraiment pas quelqu'un de macabre à la maison. Là. Mais c'est le chemin qui... Tu sais, qu'on le veuille ou non, la mort, c'est la dernière grande fatalité. Là. Fait que moi, ce que j'aime, c'est les histoires. J'aime les récits qui n'ont pas de bon sens. J'aime le bizarre, l'étrange. J'ai juste toujours été fasciné par l'art sombre, tout art confondu, là, que ce soit de l'art visuel en musique ou peu importe. Moi, j'aime quand c'est bizarre et que ça m'amène ailleurs. Je trouve que l'horreur, ça m'amène là. J'aime la montagne russe d'émotions qu'offre le cinéma d'horreur. Puis quand j'étais plus jeune, c'était le paranormal. En vieillissant, c'est devenu le true crime. Mais je pense que les histoires vraies m'intéressent parce que le cinéma d'horreur est plus capable de me captiver autant qu'avant. Je pense que je l'ai trop analysé comme un tata, puis là, j'ai de la misère à me laisser embarquer par un film. Parce que tu vois déjà tout ce qui s'en vient, puis tu connais les mécanismes, puis ces affaires-là. Oui, puis tu sais, qu'on le veuille, on les connaît toutes, là, à un moment donné. Il y a comme... je pense qu'il y a 7 histoires, 7 récits possibles. Là, fait qu'à un moment donné, on les a vus, là, on les connaît les codes, mais on peut encore me surprendre. Là. On peut tout être surpris encore, mais je pense que c'est justement des films qui vont tenter d'aller ailleurs. Puis c'est ça que j'aime dans l'art, c'est ceux qui vont ailleurs. Les affaires normales, c'est tellement plate. Les normies, là, c'est plate, ça. Moi, j'aime ça, j'aime le funky. J'aime être surpris, puis j'aime être choqué. J'aime ça qu'on me brasse la cage, dans le fond. Puis ça, je le trouve plus dans tout ce qui est plus ténébreux, dans les histoires de meurtre, mais aussi les histoires fantastiques de monstres. Je trouve que dans la peur, c'est des émotions fortes qui sont facilement accessibles. Mais ouais, je sais pas. Je pense que c'est plus la peur, puis la peur, le mystérieux, le bizarre qui me fascine. La mort, c'est la fin. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu aimes les grandes tragédies, ça finit tout le temps avec un paquet de morts. C'est inévitable. Ouais. C'est difficile de faire. C'est quoi le pire qui peut s'arriver? À part la torture, c'est pas mal la mort. Là, si j'avais d'autres idées, peut-être que je parlerais d'autres choses, mais je pense pas mal le bout en général. Pour ça. Le dernier film, en parlant de films d'horreur qui nous ont shaké ou qui nous ont surpris, moi, j'en consomme beaucoup de films d'horreur, que ce soit les nouveaux. J'essaie de les regarder le plus possible, mais comme tu dis, Simon, ça revient au même tout le temps. Mais le dernier, je crois que c'était en 2018 que ça a sorti, c'était Midsommar. C'est le dernier qui m'a vraiment shaké puis qui ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. Non, mais on est dans une vague.
Je trouve qu'il y a une belle vague de nouveaux cinémas d'horreur depuis une couple d'années, justement. Midsommar, ça rentre là-dedans. Héréditaire, je pense, ça rentre là-dedans. Les films de, comment ils s'appellent? Tu sais, Get Out, puis... qui a fait Get Out déjà? C'est quoi son nom? C'est pas grave. Ceux qui savent, là. Puis les autres, ben, cherchez-le. Mais je trouve qu'on est dans une belle vague. J'espère qu'elle ne se fatiguera pas trop vite. Mais c'est une vague. C'est le fun, c'est parce qu'elle est audacieuse. Puis qu'elle essaie des nouvelles choses. Tu sais, un film comme Héréditaire n'aurait jamais fonctionné des années 80. Personne n'aurait absolument rien compris. Là, tu sais. C'était le gore pur là, dans les années 80. Ben non, mais on était ailleurs. Je pense qu'on était dans un fantastique, peut-être un peu plus candy, là, tu sais, avec Mac et moi. Mais non, mais je pense justement, le défi, c'est de repousser les limites toujours un petit peu plus loin avec essayer de trouver des idées nouvelles. Ça commence à dater, là, mais moi, j'avais bien été surpris par Mother de Darren Aronofsky. Oui, c'était bon, ça. C'était pas un film d'horreur, mais c'était quand même horrifiant, là, tu sais. Un thriller psychologique, ça, c'était avec Javier Bardem, puis j'oublie son nom, là, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, je crois. Oui. Ouais. Lawrence, exactement. Mais, je trouvais que c'était un beau manège, justement. Ouais. Attache ta dessus quand on part, là, puis va pas aux toilettes, là, tu peux pas sortir du monstre avant qu'il soit fini, là, Ça, c'est ça que j'aime de la nouvelle vague. Mais encore, là, je pense que je suis tanné du série B un petit peu, les films faciles, les films qui sont là pour faire une passe de cash avec des gros seins et un monstre gluant, tu sais. Puis il y a toujours des belles surprises, mais en général, je pense que c'est ça. Il faut que les gens ils se forcent aujourd'hui pour se démarquer, comme dans tout. Hein, c'est sûr, c'est la même chose en humour. Là. Ils sont rendus 50 000 humoristes. Ben là, faut que tu travailles plus fort pour te démarquer. C'est la même chose dans n'importe quoi, dans le podcast aussi. C'est trouver sa niche, trouver le petit quelque chose qui va accrocher le spectateur puis qui va réussir à lui donner un stress. Un suspense auquel il va croire pour que ça fonctionne. En parlant de niche, est-ce que tu l'as trouvé, toi, en devenant, en devenant auteur depuis 2020? Parce que tu faisais pas mal, justement, d'Ars Moriendi, mais là, est-ce que je me trompe ou tu en fais un peu moins? Je me suis fait un petit peu avoir, je ne sais pas comment le dire, par le succès. Je vais comprendre, c'est parce que là, il a marché, à partir de 2020, j'ai eu plein de belles offres que je ne pouvais pas refuser. Frisson TV m'a approché pour réaliser un show qui est devenu 4 saisons de l'After Show, où on parlait des nanars. Les éditions de l'Homme m'ont approché pour être publié. C'est là que j'ai sorti La mort en héritage. J'ai dit oui à tout le monde. Puis là, ben, je me retrouve que j'ai été un peu forcé. Ça faisait mon affaire, là. Mais j'ai été obligé, au final, de lâcher ma job alimentaire parce que là, j'avais besoin de que tout mon temps passe sur Ars Moriendi puis Simon Predge qui parle. Là. Mais c'est ça, je suis dépassé un petit peu par la job. Là, je suis en train d'achever un rush monumental en dedans de 3 mois, je sors un livre, un show live, puis une nouvelle émission à Frisson TV. Qui fait ça? C'est pas sain, là. J'ai besoin de vacances. Ça n'a pas de bon sens. Ou d'apprendre à dire non, un des deux. C'est difficile. C'est vraiment... Je sais. Surtout quand ça te prend comme ça, là, ça c'est vraiment. C'est peut-être plus tard à un moment donné, tu apprends à le faire. Là, mais au début, je parviens effectivement à comprendre là, que tu te laisses, tu peux pas te laisses dire prendre. non à personne. Ouais, puis toi-même, face à toi-même, tu dis hey, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, ça me tente. Mais là, c'est ça. J'apprends avec le temps à gérer mon horaire. Sauf que je suis pas bien bon. Fait que là, tout tombe en même temps, tout le temps, puis tout ça. Mais là, si je fais un livre, je peux pas rien faire d'autre en même temps. Fait que le podcast tombe un petit peu sur pause. Après ça, si j'écris une série TV pour Frisson, je peux faire autre chose en même temps. Mais c'est quand même ça qui est très prenant. Là, moi, j'ai eu la bonne idée. C'est une question de timing. On a eu une invitation pour faire un show live d'Ars Moriendi. Ça se préparait déjà depuis longtemps. J'ai décidé d'accepter
de mettre un deadline là-dessus pour que ça arrive enfin, mais là, finalement, tout tombe en même temps, puis je suis dans le jus comme c'est pas possible. Là, tu sais. Mais depuis tantôt que tu mentionnes Ars Moriendi, pour le lecteur moins averti, comme prenons un exemple quoi? au hasard, moi, tu sais, qu'est-ce que c'est? Ben moi, en fait, c'est ça. Ça part, tout part de mon projet de podcast, Ars Moriendi, dans lequel je raconte des affaires criminelles, sordides, insolites de notre histoire. Puis c'est à cause de ça que Frisson... Non, c'est pas vrai. C'est à cause des oubliettes que Frisson m'a approché, qui était mon podcast que j'avais auparavant avec Olivier Bigonès, dans lequel je parlais de cinéma. Mais les éditions de là m'ont approché à cause du succès d'Ars Moriendi. Là, dans le fond, mes livres, c'est ça. J'ai écrit des affaires criminelles, tout simplement. Je pense que justement, on parlait de niche puis de spécialité. Je pense que moi, ce que je fais, c'est plus je pense que je suis plus un conteur. Je suis pas un enquêteur du tout. Moi, j'aime ça raconter des choses. J'essaie de l'amener. Moi, je viens du cinéma. Je suis un passionné de cinéma. Fait que je raconte mes histoires comme si j'écrirais un scénario. Comme moi, je l'imagine comme un film dans ma tête, tu sais. Fait que, au final, je pense qu'il y a ça dans mon écriture qui fait une différence avec les podcasteurs qui sont plus table ronde, disons. Puis, outre ça, ben, j'aime ça apporter une réflexion, une morale, puis regarder plus le processus que le résultat. C'est pas tant les meurtres qui sont intéressants, c'est comment une personne ordinaire s'est ramassée jusqu'à l'inévitable. Tu sais. C'est ça que j'aime, je pense. Le C'est côté des gens psychologique ordinaires derrière qui vivent des choses l'action, extraordinaires. Puis ça fait longtemps qu'Ars Moriendi existe. Je me souviens quand j'ai commencé à faire des podcasts en 2016, en 2016, 17, ça existait, Ars Moriendi, dans ce temps-là, c'est pas mal dans le même temps. Je pense que j'ai commencé en 2017. 2017? OK. Ouais. Parce que, quand j'étais dans mon ancien podcast, on en parlait d'Ars Moriendi. On était deux des trois dans le show. On écoutait ton show et on faisait des chroniques sur qu'est-ce qui s'est passé dans Ars Moriendi cette semaine. Tu sais, ça date quand même. Là, puis c'est là que je suis connu, dans le fond, là, avec Ars Moriendi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est aller l'essayer. À commencer du début, là, puis c'est comme un film. À chaque épisode, c'est un film. Faites pas ça. Commencez pas du début. Je trouve que je suis pas écoutable au début, mais c'est normal. Là, on est les pays juges de nos créations. Mais moi, les premiers épisodes, je suis comme arc. J'étais donc bien pourri. Comment ça que les gens écoutaient ça? Mais écoute sur la Terre des Hommes, épisode 1, tu vas savoir ce que c'est. Oui, c'est normal. On part tous de quelque part. Mais OK, je vais dire ça. Je vais dire deux affaires. Si vous partez du premier épisode, soyez indulgents, ça s'améliore constamment après. Puis deuxième affaire, si vous partez random, de grâce, ne débutez pas avec les histoires d'enfants. C'est les plus rough. Ça fait mal quand on n'est pas préparé et qu'on ne sait pas c'est quoi que je fais encore. C'est les seuls épisodes qui ont des avertissements au début de toute manière, donc vous ne serez pas pris par surprise, mais c'est des histoires plus dures. Là. Ça fait ça avec les enfants, évidemment. Là. Mais moi, j'essaie toujours de traiter avec respect, là, puis traiter avec un regard humain. Là. Moi, je ne fais pas du sensationnalisme, là. Je ne suis pas un tueur si proche. Là. Il y a des gens que c'est leur spécialité. Moi, c'est pas tellement ça qui me plaît. Là. Quoiqu'il y a des moments sensationnels, évidemment. Là, je veux dire, moi, j'ai Éric Lafrance qui travaillait avec moi depuis à peu près 1 an ou 2, qui montre mes atmosphères sonores. Puis, on essaie de recréer la scène comme si on y était. C'est sûr que c'est ça, là. Quand tu es dans la pièce avec les tueurs qui sont en train de se battre là, avec je ne sais pas quoi, ben c'est sûr que ça rentre au poste. Là. Ça peut fesser un peu, mais je pense que justement, l'important, ben, c'est le processus. Avec tout le chemin qu'on a pris pour se rendre là, ben, on a un regard très différent sur la scène de violence qui se déroule dans nos oreilles. On ne le voit pas de la même manière, puis ça nous rentre dedans des fois plus fort, des fois moins fort, mais je pense que le regard est changé puis on est capable de le regarder avec un œil plus humain. On écoute des humains qui ont vécu des choses monstrueuses puis qu'on essaie de comprendre comment ils ont navigué à travers ça finalement. Est-ce que tu as un sujet qui a été ton préféré, mettons qu'avec du recul, tu dis ça a vraiment été wow, le meilleur sujet que j'ai traité par son intérêt ou par ce qu'il y avait avec?
je sais, moi, j'aime les histoires d'hystérie collective où un village au complet devient fou. Genre Là. Jonestown un peu? Ou... Ben, Jonestown, évidemment, c'est un sujet qui était très, très intéressant, mais plus vieux que ça, il y avait les cannibales de Haute-Faille. Aujourd'hui, je regrette de l'avoir fait si tôt dans l'histoire de mon podcast parce que aujourd'hui, je le ferais beaucoup mieux, je pense. Il y aurait une meilleure qualité, une meilleure écriture. J'ai quasiment le goût de le refaire à partir de Le zéro, cet remasteriser, épisode-là, ouais. tellement je l'aime, cette histoire-là, puis qui est riche. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en 2 phrases, mettons, il y a quelqu'un qui a été accusé à tort dans un petit village français et tout le village l'a battu, torturé, mutilé et il a goûté sa chair sur le feu. Wow. Ces gens-là, c'était des gens normaux, c'était des gens tout à fait ordinaires dans un petit village reclus, mais la colère puis l'alcool cheap leur a fait complètement perdre la carte puis devenir fous. En groupe, ils sont devenus des bêtes assoiffées de sang, puis ils ont fait des choses que, en temps normal, c'est impensable. Tu sais. Comment qu'on devient... Ouais, c'est ça. Comment des gens ordinaires se ramassent à faire des choses extraordinaires? Aussi terrifiant soit-il. On se pose beaucoup les mêmes questions à propos de l'Allemagne nazie. C'est la même chose. Comment ces gens-là ont suivi cet homme-là, je dirais presque aveuglément. Non, carrément aveuglément. C'est fascinant, moi, je trouve. Ben, c'est sûr que c'est un sujet qui vient avec beaucoup de victimes, là, mais c'est pas grave. Des fois, la mémoire c'est quand même important à perpétuer. Puis c'est des réflexions qui sont toujours d'actualité, presque peu importe l'histoire que je choisis de raconter. T'sais. Il y avait aussi un épisode sur Albert Fish, ou Ed Gein, un des deux, qui était assez... On en a parlé, nous autres aussi, dans Albert Fish avec Tommy. Je pense que j'étais tout seul avec lui. Joe, t'étais pas là, hein, je pense. Non, j'avais skippé justement parce que je savais que c'était dark en salle comme histoire. Ouais, c'est assez dark. Oui. Albert Fish, c'est assez écœurant. Non, mais ça, c'est des monstres plus grands que nature. Non, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas de sens. C'est qui ces gens-là? Mais le C'est pire, c'est qu'il y en a l'exception qui d'autres. confirme la règle. C'est sûr qu'il y en a eu d'autres, des personnages comme ça, mais celui-là, il est particulier. Là. Comment que. Hey, je ne sais pas. Non, tu peux pas moi, c'est Ed Gein. Moi, c'est plus Ed Gein que. Donc, il faisait des abat-jours avec de la peau, là, c'est ça? Ouais, mais moi, ce qui me fascine de ces personnages-là, c'est les personnages complètement réclus, des ermites qui vivent seuls dans leur petite maison au fond de la forêt, puis qui font des choses nous, pauvres paysans, ne comprenons pas. T'sais. Moi, je l'ai déjà dit, là, je sais que c'est fucking creepy, puis c'est sûr que je dis pas ça à Noël devant ma famille, mais je rêverais de pouvoir revenir dans le temps, être invisible, puis juste pouvoir me cacher dans la maison de Ed Gein pour le regarder vivre. Je ne vais pas le voir mutiler des corps, là, mais justement, c'était quoi sa routine, son rituel le matin, c'est quoi qu'il faisait, c'est quoi qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il faisait quand il était tout seul? Parce que, on s'entend, là, il n'était pas toujours en train de jouer avec des ossements non plus, là. Fait que c'est ça, c'était quoi son day-to-day à ce gars-là? Ça, j'aimerais ça voir ça, puis je pense que c'est ça qui me fascine le plus. En décortiquant ce qu'on sait d'une histoire, essayer de se faire une image, un décor de comment ça s'est passé, tu sais, comment ça... Ouais, c'est ça qui est fascinant, je trouve. Psychologique, sociologique un peu de ces personnages-là qui en viennent à faire des affaires épouvantables. Là. Ouais. Fait que là, tu vas nous amener dans le monde médical, c'est ça? Avec ton dernier livre? On allait là. Ah, excuse-moi, je voulais te... Non, mais c'est le gars qui est organisé, il sait où ça s'en va. J'ai oublié de vous envoyer le pacing, messieurs, je m'en excuse. C'est pas grave. Mais là, on a expliqué un peu c'est quoi Ars Moriendi, n'est-ce pas? Et puis, si vous voulez avoir d'autres exemples comme ça du podcast, allez écouter le premier épisode qu'on a fait. Je crois que c'était l'épisode 96. C'était en septembre, en septembre 2020 qu'on a fait ça. Alors, Simon nous parle d'autres histoires. Mais là, Simon, ton troisième livre, là, la mort sur ordonnance, justement, là, tu t'attaques au monde médical, comme Stéphane disait. Ouais.
Et puis, pourquoi le monde médical? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, moi, là, mon troisième, là, on va parler des médecins, des infirmières, qu'est-ce qui s'est passé dans certains hôpitaux? On va dire ça comme ça. Moi, j'ai toujours été un grand fan d'horreur, là, mais moi le dire, non, je trouve que l'histoire, la science médicale, puis l'horreur, c'est le même sujet. Les trois sont très synonymes, ont des codes très similaires, puis mènent toutes les trois à des cauchemars perpétuels. Je trouvais que ça allait de soi, mais personnellement, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, quand je dis que j'aime le bizarre, j'aime les anecdotes ridicules d'autrefois. Fait que ça m'a toujours fasciné, justement, les histoires de remèdes d'antan, des anciennes manières de traiter certaines maladies, mais qu'aujourd'hui, c'est. Hein? Disons, un enfant de 4 ans saurait que ça n'a pas de bon sens, mais à l'époque, c'est le mieux qu'on avait. As-tu des exemples ou. Attends, un exemple du livre, peut-être, là, pour vous donner l'eau à la bouche. Tu sais, mettons, là, qu'est-ce qui est plus désagréable et terrifiant que les pleurs d'un enfant? Tu sais, quand il fait ses dents, là, puis qu'il crie parce que ça lui fait donc mal, ses gencives. Il fut un temps où ce qu'on faisait, c'est qu'on leur mettait de la coke. Ces gencives, évidemment, c'était pas écrit cocaïne, mais tu sais, c'était des produits vendus en pharmacie légalement pour calmer les gencives des enfants. Jusqu'à ce qu'on réalise à quel point ça n'a pas de bon sens. On s'est fait des remèdes avec du radium, du mercure, des métaux lourds. On a consommé des métaux lourds à pu finir. Puis c'est depuis toujours, tu sais, c'est ça. Moi, je pars mon livre avec ça. C'est la fameuse quête de la vie éternelle. Le texte le plus ancien de l'histoire de l'humanité, ça date de la Mésopotamie. De quoi ça parle? C'est une métaphore sur l'immortalité, puis à quel point l'humain ne l'atteindra jamais parce que c'est pas ça son destin, tu sais. On a toujours cherché ça, puis tous les moyens sont bons, puis encore aujourd'hui, là, il me semble que c'est pas dans le temps des fêtes là, qu'on parlait que dans les hôpitaux, ils donnaient des cristaux magiques là, pour te guérir du cancer. Dans les hôpitaux, là, on s'en sort pas. On aurait tendance à croire que depuis l'ère médiévale, probablement qu'à l'ère médiévale, ils se sont dit un jour, la connaissance médicale va avoir tellement évolué qu'il n'y aura plus de faux remèdes, puis de ci, de ça. Les mondes, ils vont savoir c'est quoi la science médicale. Puis... Ben non, l'humain ne changera jamais. Ça ne tente pas de croire. Fait que. Oui, il veut trop croire. En fait, c'est juste. Les sciences alternatives, là, c'est ça. Mais au final, l'humain est fragile et on a toujours cherché à survivre. Fait que, côté sciences médicales, ça nous a amené à faire des choses qui n'ont pas de maudit bon sens. Puis c'est ça que j'aime. C'est parti de là. Après ça, évidemment, le livre a des histoires de docteurs meurtriers, d'infirmières meurtrières, mais pas que, parce que ça, c'est les histoires qu'on s'attend. T'sais. Avec un livre comme ça, on s'attend à voir un docteur qui tue, une infirmière qui tue. Mais je voulais amener le livre ailleurs, puis amener des réflexions ailleurs. Je raconte une des plus... Pas une, la plus grande expérience effectuée sur des cobayes humains sans leur consentement. Ça a eu lieu aux États-Unis. Ça a duré 40 ans. Ils ont laissé mourir des malades pour voir qu'est-ce que la maladie allait faire sur leur corps. Puis, il y en a eu des réunions là, pendant 40 ans à se demander « Hey, c'est une bonne idée ce qu'on fait? » Tu es éthique. Puis à chaque fois, la réponse a été oui. Et on faisait la même chose ici dans les pensionnats autochtones? Tout à fait. On a eu MK Ultra ici aussi. Ça a eu lieu à Montréal. Là. Je veux dire, on s'en sort pas. Ce qui est fascinant, c'est justement ça. Je trouve que c'est ça la grande terreur du livre au final. C'est que d'un côté, tu as la science médicale, puis de l'autre côté, tu as les médecins.
La science médicale, elle n'a pas de morale, elle n'a pas d'éthique, elle s'en sac de tes émotions. Mais par de l'autre bord, ben, c'est le travail du médecin d'être le moralisateur de tout ça. Un ne va pas sans l'autre. Le médecin, lui, est obligé de marcher sur la fine ligne pendant tout. Tu sais, c'est fragile, là, cette éthique-là. Parce que les choses qu'on a faites au nom de la science, c'est un cauchemar. Puis c'est pas vrai qu'on est protégé par nos ministères de la Santé. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre-là, je ne savais pas que c'était ça mon méchant. Je pensais que c'était des gens toujours indépendants de leur petite bulle qui font des choses. Finalement, c'est pas ça du tout. On n'est vraiment pas protégé. On se rend vite compte que c'est plus facile de protéger la réputation d'un hôpital, de protéger un mouvement. On a arrêté aux États-Unis pendant des années d'inspecter les cliniques d'avortement de peur de nuire à la réputation de l'avortement parce que c'est important et primordial de garder l'accès. Puis comme c'est un droit fragile, pour éviter de nuire à la réputation, bien, ils ont arrêté de visiter les cliniques pour s'assurer que c'était clean. Peux-tu te dire, il y en a qui ont ça a passé au cash, je raconte la pire, justement, dans le livre. Je raconte la pire clinique d'avortement des États-Unis. Les gens veulent se protéger. Tout le monde veut se protéger. La morale est bien fragile en sciences médicales. C'est ça, je pense que ça a été ça ma grosse constatation. Fait que tu vas dans des cas moins connus. Là, tu ne vas pas aller comme tu as parlé de... je veux dire, quand on a parlé en début d'épisode, avant d'enregistrer, les nazis, mettons, les expériences nazies, tu vas pas là vu que c'est plus connu ou je pense que je le mentionne en 2 phrases dans l'intro, ça. Parce que, puis c'est pas vrai que j'ai pas d'histoire connue. Ma première histoire, je considère que c'est, à mes yeux, c'est un des, tu sais, je vais garder le punch là, d'un coup, mais à mes yeux, c'est peut-être un des médecins tueurs les plus célèbres. Là. Fait il y a des histoires plus connues aussi, d'autres méconnues. J'ai trouvé une histoire polonaise que j'avais jamais entendu parler ici. Il y a de tout, mais je pense que c'est dans le récit qui c'est important d'aller un peu partout. Tu sais. Je voulais des cobayes humains, je voulais des médecins, mais je voulais aussi qu'on aille parler des ambulanciers. Je voulais aussi, surtout, c'était ça le défi, c'est de trouver des médecins qui pensent bien faire. Puis qu'au final, ils font juste laisser une trolley de victimes dans leur sillon. Ça, je trouve ça fascinant parce que ça, il y en a beaucoup en médecine. Quand tu es un médecin, que ton travail, c'est de protéger puis de sauver des vies, puis que là, tu te ramasses à euthanasier des patients sans leur consentement, mais que c'est la chose la plus humaine à faire dans la situation actuelle. Comment tu deals avec ça? Ça, je trouve ça fascinant parce que là, tu n'as pas de méchant. C'est qui le méchant? C'est les forces de la nature, c'est la catastrophe naturelle. Mais le médecin, lui, il pense prendre la meilleure décision là-dedans, mais le résultat est le même. Tu vas mourir. Fait que comment qu'on deal avec ça? Ouais, c'est ça. C'est tellement vaste, je pense que j'aurais pu écrire une série de 10 livres sur ce sujet-là, pour vrai. Là. As-tu été surpris justement de la quantité d'informations qu'il y avait à t'apporter? Je le savais parce que la science médicale, c'est tout publié. Hein? Il n'y a rien de secret. Les études sont toutes accessibles. Après ça, il y a bien des secrets. Fait que là, il faut que tu te fies ces enquêtes puis sur les procès quand il y en a eu. Mais tabarnouche qu'il y a de l'information. Puis moi, là, je pas aller à l'école si longtemps que ça. Il fallait écrire un livre sur la médecine. Je peux te dire que j'ai travaillé fort là. J'ai des journées que je finissais, j'avais l'impression que la boucane me sortait par les oreilles tellement j'étais brûlé d'essayer de comprendre des descriptions de maladies et de cellules. Là. Mais je pense que ma plus grande fierté de ce livre-là, c'est que je l'ai fait lire avant sa sortie à un médecin pour qu'il me dise « Hey, tu sais,
J'ai-tu fait des erreurs? Ben, j'ai été vérifier les descriptions médicales, les termes. Des fois, ça peut être juste l'écrit au masculin, puis finalement, non, ça, c'est féminin. Des fois, c'est pas grand-chose, mais il fallait que quelqu'un de double-check. Puis là, on s'entend, je ne l'ai pas fait vérifier par 15 médecins, puis l'ordre des médecins et des infirmières. Là, les fait de checker par un médecin. Là. Mais elle m'est revenue en disant hey, j'ai vu aucune erreur. J'en revenais pas, les bras m'ont tombé. J'étais comme, t'es sûr? Relis les dons, voir. Pour être gentil que tu me dis ça. Mais toi, est-ce que tu as trouvé la faute? Comment? Toi, quand tu as reçu ton livre, tu l'as-tu ouvert une page au hasard puis trouvé la faute que tu as oubliée? Non, mais je pense que j'avais tellement peur. Moi, je suis perfectionniste, là, même un peu maladivement. Là. Fait que j'avais tellement peur de faire des gaffes que finalement, il y en a tout le temps pareil, mais là, Ben, des fautes de français que médical. Je suis pas mal fier de moi, mais si tu veux calmer tes peurs, la prochaine fois, laisse volontairement une faute qui est bien cachée, mais toi, tu sais qu'elle est là, puis ça va conjurer le mauvais sort. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Mais je peux te dire tout de suite que ça marche pas pantoute, OK? Ben là, donne-moi une chance, encourage-moi. Ben, essaye-le! Peut-être que tu vas être peut-être plus de magnétisme que moi sur tes livres. Hey, on a une question, Simon, d'une de nos patronnes, Florence, qui nous demande est-ce que dans ton livre, c'est de la légende urbaine ou c'est que des faits? Non, il n'y a pas de légende urbaine, sinon que de la croyance d'une autre époque. Mais ça, je le dis, c'est pas des légendes. Hein? En sciences médicales, ben, c'est à cette époque-là, on pensait ça. Mais aujourd'hui, c'est sûr que tu lis, tu dis, ben voyons, c'est n'importe Ça a été quoi. débunké, ouais. Mais c'est tout basé sur des faits, c'est tout vérifiable, ça a tout existé. Des fois, j'ai des photos. C'est ça, j'ai un grand souci de la vérité. Fait que si je raconte des choses qui ne sont pas vraies, mais qu'on croyait à l'époque, c'est précisé, puis j'essaye, quand je suis capable, au moins d'en expliquer un petit peu l'origine, tu sais. Il m'a donné un exemple, Paracels. Okay? On est au début de l'histoire de l'homme quasiment. Là. Paracels pensait que toutes les maladies dépendaient de 5 humeurs. C'est la théorie des humeurs. Yes. Là, je ne les sais même pas par cœur parce que moi, quand je finis un projet, je sac tout ça au vidange puis je ne veux plus jamais en entendre parler. Fait que les informations, elles disparaissent vite après quand j'en ai plus besoin. Mais il y avait la bile noire, puis tout ça. Puis, dans le fond, c'est comme la salive, le sang, puis toutes les muqueuses qu'on a en nous représentent toute une humeur. Et c'est la balance de ces muqueuses-là, de ces humeurs-là, et le débalancement, dans le fond, qui cause les maladies. D'où, de là venait, entre autres, une utilisation de la trépanation, l'art de se trouer un trou dans le crâne pour faire respirer, baisser un peu la pression dans la tête. Là. C'est quelque chose qui existait en Mésopotamie d'ailleurs. Là, c'est assez hallucinant. Mais ça, on croyait un peu magiquement que dans le fond, ça pouvait faire sortir les mauvaises humeurs, entre autres choses, et donc ça pouvait guérir certaines affaires. Mais ça, c'est pendant une période, là, tu sais. Paracels a lancé ça, puis plus les connaissances ont évolué, ben, plus à un moment donné, ça a pris le bord, tu sais. Mais ça a été la base de la médecine pendant des siècles et des siècles, tu sais. Mais il n'y a pas une maladie, justement, qui fait en sorte que quand ton encéphale enfle, quelque chose comme ça, ils vont t'enlever un morceau de crâne, justement, pour apaiser si... je me rappelle pas précisément de la raison. C'est encore utilisé aujourd'hui, genre pour un ou deux trucs, là, mais c'est des procédures rarissimes. Pour les humeurs, mais ça peut avoir été utilisé, là, je te dis ça de mémoire, ça peut avoir été utilisé juste pour n'importe quoi. Quelque chose qu'on a fait dans les années 90, bien aujourd'hui, c'est complètement absurde. T'sais. Ça évolue plus vite qu'on s'en rend compte quand on ne se tient pas nécessairement tout le temps au courant de tout, mais ça évolue vraiment vite. La découverte d'un nouveau médicament, puis là, là, ça fait 30 ans qu'on roule sur l'autre, puis là, on apprend finalement que ça nous empoisonnait, il y a plein de victimes. Bon, ben, coudonc, on va passer au nouveau, puis dans 30 ans, on va peut-être découvrir que ce nouveau-là nous tuait autrement, puis bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Des fois, ça évolue vite, puis on s'en rend pas compte. Hein?
Ah, c'est sûr. Tu sais, en même temps, on n'est pas dans le milieu médical, fait qu'on n'est pas au courant des dernières trouvailles, des dernières recherches, etc. là, mais... C'est souvent de l'essai-erreur aussi. Comment ils appellent ça? De la sérendipité. C'est-à-dire que faire une découverte, mais quand tu es en train de faire complètement autre chose. Tu sais. Le gaz hilarant, avant qu'on l'utilise comme gaz anesthésiant, ben, c'était utilisé dans les parties. Ils se faisaient des parties, puis là, tout le monde se passait le gaz hilarant, puis ils trouvaient ça bien drôle. Un moment donné, ben, dans un party de dentiste, il y a un gars qui s'est blessé. Il était sur le gaz hilarant, il s'est blessé une jambe, mais assez sévèrement. Puis pourtant, il continuait à rire, puis il disait que ça lui faisait pas mal. Puis là, le dentiste a eu une idée de génie. Puis, gars, on utilise encore ça comme gaz d'anesthésiant aujourd'hui, tu sais, mais ça a été découvert par accident, tu sais. Ça, c'est comme le Viagra, ça. Même affaire, c'est ça que j'allais dire. Viagra, c'est la même affaire. Je pense que c'était pour. C'était-tu pour l'Alzheimer ou pour c'est problème cardiaque, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'était cardiaque. Mais tu vois, on fait des découvertes comme ça, puis on ne sait jamais d'où ça provient des fois. Le micro-ondes aussi, c'est une découverte par erreur, si je me rappelle bien. Ah ouais, hein? Le micro-ondes, oui. Mais je me souviens plus juste le contexte, mais c'était ça venait d'une erreur. Là, il a essayé de fabriquer une grosse onde, mais il n'a pas été capable. Il s'est ramassé avec un petit micro-ondes. Ouais. Là, pas beaucoup, hein, excusez. Là. On va te laisser t'en poser après. Mais j'avais une question pour toi, Simon. Justement, là, tu viens de parler, on a parlé d'Ars Moriendi en début d'épisode. On a parlé de ton dernier roman. Est-ce que tu te considères maintenant, vu que dans les 4 dernières années, tu as plus fait d'écriture, on s'entend, est-ce que tu te considères plus auteur maintenant ou podcaster avec Ars Moriendi? Est-ce que je me vois plus comme funambule. Ouais, mais non, en fait, je disais ça à des amis il n'y a pas longtemps, justement, la semaine passée, je pense. Je pense que c'est juste depuis ce 3e livre-là que je me considère auteur, parce que moi, tu sais, j'avais pas de temps cette aspiration-là, c'est juste arrivé, puis I embraced it, comme on dit, tu sais, j'ai embarqué dedans, mais je pense que je suis auteur depuis que je fais Ars Moriendi, parce que, pour s'il y en a qui ne le savent pas, c'est tout écrit, là, c'est scripté, Ars Moriendi, je fais une narration en lisant mon texte. Là. Mais moi, je l'ai fait parce que c'est ça que j'avais besoin. Puis avec le temps, force est d'admettre que je suis devenu auteur, mais je commence à peine à l'assumer. Ceci dit, c'est la même chose pour Frisson TV. Techniquement, à Frisson, je suis auteur. Ça donne que c'est moi qui anime mes textes, mais c'est moi qui écris ce que je dis. Fait que je suis auteur pour ça aussi. Puis, fait qu'au final, je pense, dans tous mes projets, ce que je fais, c'est écrire. C'est juste qu'après ça, c'est aussi moi qui rends. J'ai rend en livre, j'ai fait en narration, en podcast, en audio, ou j'ai fait à TV en criant des niaiseries à Frisson TV. Mais au final, c'est tout le même job. Je l'écris puis je le raconte après. Fait que, outre ça, je m'ennuie beaucoup de faire du podcast. Je pense que c'est ça que j'aime le plus faire. Je trouve que écrire, c'est plus comme un mal nécessaire. J'aime plus le résultat que le chemin. Écrire, je trouve ça confrontant, je trouve ça épuisant. Douloureux? Par moments, c'est douloureux, oui. Puis c'est des choix difficiles. Moi, je veux tout le temps trop en faire. Là, ça, c'est ma maladie. Là. Mais je trouve qu'écrire, c'est le mal nécessaire. J'haïs pas ça, mais je suis souvent à bout. Après ça, m'enregistrer, ça aussi, je trouve c'est fatigant. Je trouve à longue, s'enregistrer, faire de la narration sérieuse. C'est pas comme faire une table ronde. Faut que tu sois focus, concentré. Je trouve ça fatigant, là, pour être honnête. Mais le montage, là, j'ai du fun. C'est là que je trouve c'est là que je trippe. Là. C'est comme si je faisais de la peinture à numéro ou un modèle à coller. Là. Puis là, je monte mon affaire avec je choisis ma musique. Avant, c'est moi qui faisais mes propres effets sonores. J'aimais ça, mais force est d'admettre qu'il y a des gens meilleurs que moi. Fait que j'ai décidé de sacrifier ce morceau-là du montage. Mais c'est ça que j'aime. À défaut de faire du cinéma, j'ai pas la patience de faire du cinéma ou de l'animation. Plus jeune, je voulais faire de l'animation, mais
Je ne suis pas patient d'une file d'attente, je ne ferai pas du stop motion certain. Mais à défaut de faire ça, ben, j'ai trouvé mon plaisir dans le montage audio. J'ai beaucoup de fun à faire ça. Puis là, je m'en ennuie. Puis là, s'il y en a qui écoutent puis qui ont hâte, puis je sais que ça fait longtemps qu'il y a eu des épisodes, là, à part celui sur Jonestown, là, pour vous faire patienter décembre dernier. Là. Mais là, je reviens parce que mon rush se termine en mai. Puis après ça, pour le reste de l'année, je n'ai que le podcast à m'occuper. Fait que j'ai juste ça à faire, écrire des horreurs puis les raconter. J'ai bien hâte. Mais c'est ça. Je pense que pour répondre à ta question, que je le veuille ou non, je pense que je suis auteur. Que je le veuille ou non. Mais pour le podcast, est-ce que ça va être la même formule? Parce que là, je crois que dans les derniers mois, tu n'es plus avec choc.ca. Oui, ça va rien changer. Mais en fait. Tu es indépendant, dans le fond, là, c'est ça? Répète ça. Tu es devenu indépendant? Tu n'es plus avec. Oui, c'est ça, je suis indépendant. Mais ça va rien changer, en fait. C'est que quand j'ai parti le podcast, moi, j'avais besoin de pouvoir utiliser de la musique. Ouais. Puis j'étais déjà avec Les Oubliettes, mon podcast de cinéma. J'étais déjà à Choc. Fait que, moi, j'ai eu l'idée d'Ars Moriendi, je l'ai proposé à eux autres. Je l'ai fait là. Choc, c'était pratique dans le temps parce qu'il y a des infrastructures. J'avais accès à un studio. Si je voulais, je pouvais faire du live. Sinon, il y a un autre studio à côté. Si je veux emprunter de l'équipement, bon, vous savez, justement, je ne l'ai pas vraiment emprunté de stock, mais. Des bandes sonores aussi, ça doit. Ils ont du stock. Ben, en fait, là, c'est là. Ça, c'était le point le plus important. Ouais. Les droits musicaux. C'est ça. Parce que là, tu ne peux pas commencer à payer ça indépendamment. C'est des millions de dollars. Mais l'utilisation radio, ça, c'est un autre monde. C'est tout géré par la SOCAN, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Là, c'est géré par la SOCAN, qui gère les droits d'auteur musicaux. Moi, j'ai passé par Choc parce qu'il y avait une licence de la SOCAN. Ça me permettait d'utiliser toute la musique que je voulais gratuitement. À condition qu'elles soient toutes déclarées pour qu'ils obtiennent leurs droits. Après ça, c'est Choc qui paie selon le revenu de la station, qui va payer des droits, tout séparé avec... Bon, c'est pas moi qui fais le calcul, fait que je peux pas te l'expliquer. Mais bref, c'est la même chose à C'est quoi. Ils déclarent les tunes qui ont été jouées, puis après ça, ben, les droits sont partagés, puis c'est payé annuellement. Sauf que là, on est rendu en 2024. Il y a bien des affaires qui ont évolué depuis 2017. Fait que là, j'ai juste ma propre licence de la SOCAN. Fait que là, j'ai réalisé, ben là, j'ai plus vraiment besoin de Choc pour les droits. Puis, Choc, c'est un beau projet, mais ça tient un peu avec de la corde puis de la ficelle. Puis quand tu pars un nouveau podcast, c'est parfait, Choc, parce que c'est une bonne école avec un studio en place puis des gens qui peuvent t'aider. Puis, tu sais, fait que ça, c'est le fun. Mais là, rendu où j'étais là, je les avais... ça fait prétentieux de dire ça, mais on parle de techniquement, là, pas en termes de talent ou de qualité, mais je les avais dépassés. Là, j'étais rendu que j'avais des besoins qu'eux n'étaient pas capables de me fournir. J'ai fait bien des sacrifices. Tu sais, quand moi, les éditions de là m'ont demandé combien de personnes t'écoutent, puis je leur ai dit, j'en ai aucune idée. J'ai fait un peu bacon, là, on va se le dire. Mais j'étais à Choc. À Choc qu'on n'a pas de stats. Fait qu'il fallait que je deal avec ça. Mais tu vois, c'est pour ça que je suis parti de Choc. J'avais besoin de chiffres. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de savoir tout sur mon podcast. En fait, je ne savais rien. Moi, je le faisais. Puis en même temps, ça ne changera pas. Là. Moi, ce que j'aime, c'est le produire. Là, pas checker les chiffres. Je ne suis pas un gars de like. Là. Mais là, c'est ça. J'avais besoin de contrôler certaines choses auxquelles je n'avais pas le contrôle à Choc. Puis, j'étais là quasiment 12-15 ans. Là, fait que ça va. J'ai déjà donné à d'autres de profiter de la station. Mais aussi, je ne pouvais pas faire de pub parce qu'à Choc, c'est une station. Fait que si quelqu'un vend de la pub, ça va être Choc. Puis ça va de soi. Pour payer tout ça, ce studio-là, c'est normal. Mais ça fait que moi, je ne pouvais pas vendre de pub. En même temps, je n'ai pas envie de vendre de pub. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a jamais eu. Là, puis c'est parfait de même. J'aime pas ça, la pub. Mais là, c'est comme un peu devenu mon gagne-pain. Fait que je ne vais pas courir après, mais je garde la porte ouverte, disons. On verra. Ça dépend de l'offre.
Mais, tu sais, c'est Ars Moriendi. Je raconte des meurtres de gens innocents, c'est des familles puis des gens qui ont souffert. C'est des histoires terriblement sombres. C'est pas vrai que je vais faire de la pub de rasoir à graines, là. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les boutiques, les sex shops qui font de la commandite, là, c'est rien contre eux, mais je raconte de la douleur humaine. Je ne suis pas pour vendre des dildos, là, ça marche pas. Fait que, je pense que ça va dépendre de l'offre parce que mon sujet est un petit peu trop sérieux puis touché, malgré que je suis capable de le raconter en légèreté. Je pense que c'est des sujets qu'il ne faut pas prendre à la légère. Puis je peux pas faire de la pub pour n'importe quoi. Là. Mais c'est vrai que je viens de catcher qu'il y a beaucoup de podcasts que j'écoute que c'est Eros et compagnie qui commanditent ça. Ben oui, puis on les remercie. Ils font Eros puis Manscape, franchement. Puis il y en a d'autres, là, mais là, c'est eux autres qui nous viennent. Là. NordVPN. Le podcast au Québec. Hey, chapeau, puis merci, guys. Là, une chance qu'ils sont là, tu sais. Exactement. Nous, c'est Construction avec un S, Rivard de Rwanda, puis Miel à Vitémis. Eh bien, merci. C'est ça, on a besoin d'eux autres. Puis, force est d'admettre qu'ils ont besoin de nous autres aussi à cette heure. Regarde, Florence Bernard, elle a une idée pour toi, des pompes funèbres puis des marques de cercueil. Ce serait bon pour toi, ça? Oui, mais j'ai une meilleure idée. Des systèmes de sécurité. Ah oui! Ça, là, ça, j'aimerais ça faire de la pub pour ça parce que ça fait du sens. Ouais. Ça me ferait plaisir de faire une pub pour un notaire qui vend pour ton héritage, préparer tes papiers d'héritage. C'est super important. Ça me ferait plaisir de faire de la pub pour ça. Après ça, salon mortuaire, c'est une business. Fait que, je suis plus frileux, mais il y a moyen. Il y a des entreprises plus respectables là, que d'autres, je dirais. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il faut juste. C'est pas obligé d'être en lien avec la mort. C'est juste que ça peut pas être en lien avec quelque chose de trop funné, de trop de sexuel. Tu sais, Ars Moriendi, c'est asexué, puis je veux garder ça comme ça. C'est pas une émission qui est supposée être érotique. Là. Moi, j'aime pas ça le faire, mais il peut arriver que je raconte des viols. Là. Faut que ça reste un show asexué, c'est important. Ben écoute, je t'écoute, là, il te reste juste les compagnies pétrolières. Ouais, peut-être. Mais tu vois, c'est ça. J'haïs tout puis tout le monde. Fait que je peux pas vraiment faire de la pub. Peut-être. Ça dépend c'est quoi. Ça dépend c'est quoi le produit. Mettons Renault Dépôt, là, qui vend des scies puis des marteaux, puis ça fait même là, des drills. Mais tu vois, ça me dérangerait pas. Non, mais c'est con, mais je peux faire une blague avec ça. Je peux le présenter de manière quand même un peu plus léger, fait que ça rentre mieux que je fasse une pub déjà. Puis en même temps, une compagnie de rénovation, j'ai pas de problème avec ça. Puis éthiquement, ça dérange pas personne. Et après ça, est-ce que la blague, c'est sûr que si je fais cette blague-là, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être choqués. Là. Les gens sont choqués. Il y a des gens pour se choquer de tout. Fait que après ça, c'est d'essayer de le faire avec doigté. Puis là, je dis pas que j'ai ce doigté-là, mais j'espère. Peut-être que Construction avec un S, Rivard de Rwanda serait intéressé par Ars Moriendi, qui sait. Je sais pas s'il en a trouvé, lui, des corps dans des caves. L'antienne, Joe, il en a-tu trouvé ou... Non, il fait juste trouver des factures supplémentaires. Hey, Simon, avant Vous avez besoin d'aide pour enterrer des corps? Excavation Côte-Nord est là pour vous. On a des grands terrains prêts à accueillir tous les membres de votre famille. Appelez-nous sans frais. Ah, ce serait bon. Tout est possible. Tout est possible. Avant de se quitter, Simon, j'aimerais ça qu'on parle. Tu en as parlé un peu en début d'épisode, mais tu n'as pas développé là-dessus. Mais tes prochains projets là, pour l'année qui s'en vient, là, tu as dit qu'au mois de mai, ça va slacker un peu tes affaires. Fait que là, tu vas aller vers il faut que je le produise. Mais là, après, d'un coup que c'est produit, ça va sortir. Le livre, il est sorti. Fait que ça, c'est cool. J'ai un peu de promotion à faire, évidemment. Pour ceux qui s'intéressent, je vais être au Salon du livre de Québec. Je vais être au Salon du livre de l'Abitibi aussi. Regardez les réseaux pour les dates. Mais ça, c'est quelque chose que je peux mettre derrière moi.
il y a une nouvelle émission qui s'en vient sur Frisson TV au printemps où je vais parler des vidéos nasties. Puis moi, j'ai déjà eu une émission de Web TV sur le sujet. C'est un sujet riche qui me passionne. On va présenter certains des pires films qui ont été bannis au cinéma à l'avènement du vidéo au Royaume-Uni, qui avait monté à l'époque une liste de vidéos nasties. 72 films qui ont été bannis pour atrocité, obscénité, puis des films qui menaçaient de transformer les bonnes gens en dangereux criminels, violeurs et mangeurs d'hommes. Là, mais là, fait que là, on va les regarder ensemble et on va essayer de voir est-ce qu'il méritait vraiment sa place dans la fameuse. Fait que ça s'en vient au printemps. Et quoi d'autre? Le fameux show live d'Ars Moriendi, mais si vous n'avez pas déjà vos billets, il est trop tard, c'est son live. On a été invités, dans le fond, par le Festival Transistor de Gatineau. Puis, fait que ça va être la première de ce show-là. Mais on va le présenter ailleurs. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Moi, je fais tout seul. Fait que, à pas de souris, j'ai pas le goût de me stresser avec ça. Mais, tu sais, j'aimerais ça le présenter à Québec, à Montréal. Il y a l'Assomption qui veut qu'on aille le présenter. Je suis ouvert aux suggestions, mais j'ai bien hâte. J'ai hâte en maudit. On raconte une histoire célèbre, mais avec une twist différente. Je pense que je l'ai dit dans la bande-annonce. Je pense que tout le monde croit savoir comment l'histoire se termine, mais là, je vais raconter comment elle aurait dû se terminer. J'en dis pas plus, je garde des surprises. Je vais être accompagné par 2 comédiens aussi sur scène pour de la lecture devant le public, dans le fond, avec la musique accompagnée, comme dans le podcast. Ça va être exactement comme le podcast, mais devant le public. Mes comédiens pour ce show-là, ça va être Marie-Sophie Roy et Mathieu Niquette, que souvent vous connaissez déjà du podcast Décidérés, entre autres choses. Fait que ça, c'est ça. Regardez, si vous voulez le voir, je vais le présenter ailleurs aussi à un moment donné, mais il n'y a rien d'organisé encore. Je vais le faire une fois, puis on verra après. Puis évidemment, ben là, en mai, fin mai au plus tard, j'espère, je veux le retour du podcast Ars Moriendi. J'ai déjà mes histoires, j'ai déjà choisi une dizaine d'histoires que je veux raconter. Mais c'est ça, il faut que je m'y mette. Là. J'ai choisi une histoire que je crois qu'il va se raconter rapidement pour revenir vite, pour ne pas passer sur un épisode de 4 heures dès le retour, puis finalement, ça me prend 4 mois. Là. Mais j'ai bien hâte. J'ai des histoires bien surprenantes cette année, des histoires qui vont ailleurs. Je vais raconter une histoire du dictionnaire, entre autres. J'en dis pas plus. Mais tu vois, c'est ça, j'ai trouvé des affaires vraiment tripantes, finalement plus meurtrières qu'il n'y paraît. Puis j'ai bien hâte de me lancer là-dedans. Mais je vais commencer petit. Je vous offre une mini-exclusivité. Je vais débuter avec une histoire canadienne qui se passe au Yukon. Oh! On va pas là souvent. Non. Ça vaut le détour, comme on dit, parce que tu vas pas au Yukon, on passe pas par là, mettons, comme on dit. Non, c'est justement ce que nos personnages vont vivre. C'est une escapade qui se pourrait plus aujourd'hui, je pense. OK. Est-ce que c'est encore avec des comédiens, Ars Moriendi, pour la suite, ou... Oui, mais je vais y ramener peu à peu, là, tranquillement, pas vite. Des fois, c'est parce qu'il y a des histoires qui ne s'y prêtent pas aussi. Il ne faut pas oublier ça. Mais oui, tranquillement, ils vont revenir. Pour ceux qui suivent depuis longtemps, le savent, j'avais arrêté à cause de la pandémie. Évidemment, on ne pouvait pas avoir de monde. Fait que j'avais arrêté les comédiens pendant un bout de temps. Mais là, je tarde à revenir. Mais il y a bien des affaires qui tardent à revenir. Là. Ça s'en vient, puis oui, il va y avoir des comédiens. Super. Mon cher Simon Predge, ça a pris trop de temps. Je parle, hein? Hey, je m'excuse, que je parle. Parce que tu ne parlerais pas, tu ne serais pas ici actuellement. Tu es un très bon vendeur. En tout cas, moi, je n'avais pas encore commencé ton podcast, puis c'est le prochain en ligne là, dès la semaine prochaine. Alors, sérieusement, allez, je pense. Moi, là, c'est un des premiers. Tu sais, dans le temps, là, Simon, où est-ce que les podcasts, t'en avais peut-être même pas 20 au Québec, là. Il y avait toi, il y avait Distorsion, il y avait Mike Ward sous Oh non,
Je considère pas que j'étais d'un premier, par exemple. Pas un premier, mais... Il y a Mystérieux Étonnant était là depuis le début. Sous-écoute, même avant que ça s'appelle Sous-écoute, était là depuis longtemps. Ouais. Je sais que le Carré de sable de PB Rivard était là. Lui, ça fait longtemps qu'il est là. Je suis moins fan, mais podcast 70%. Je suis obligé d'admettre que ça fait des années qu'ils sont là aussi. Le podcast voyons, le stream de Tommy? Oui. Tommy, c'est 70%. Non, pas Tommy, Tommy, mais ok, le stream de voyons. Yann Terriot. Yann Terriot, Ouais, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc. Je m'excuse, Yann, là, je le connais un petit peu en plus. Yann, là, je crois que Yann est rendu à l'épisode 800 ou 900. Lui, en fait, ça fait des siècles qu'il est là. C'est pas pour rien que Mike Ward est allé chercher. Ça faisait déjà longtemps qu'il était dans le podcast. C'est un précurseur. Moi, je considère que je n'étais pas d'un premier, mais peut-être la première vague de True Crime, par exemple. Ouais. Mais moi, je suis en même temps que Distorsion, à peu près. Mais je dis dans les premiers que moi, j'écoutais, parce que c'est vrai que, comme tu as dit, ben moi, les deux que je considère comme des précurseurs dans le monde du podcast au Québec, là, Yann Terriot puis Tommy Godette. Tommy Godette, là, 70%, là, je pense qu'il a commencé à faire du podcast genre en 2003. Il faudrait demander à Tommy, je sais que tu le connais pas mal, tu le côtoies quasiment toutes les semaines, je crois, Tommy. Stéphane? OK. Quand est-ce qu'il a commencé? T'as-tu déjà demandé? Parce que je pense ça fait longtemps. Ben moi, j'ai commencé à 70%. Moi, j'étais dans le douteux longtemps, puis j'ai commencé à 70% comme chroniqueur de temps en temps pour m'amuser. Puis c'est comme ça que j'ai eu la piqûre du podcast à la base. Ah non, c'est ça. C'est un médium que quand tu as commencé, comme on a dit, il y avait des Yann Terriot, il y avait des Tommy Godette qui en faisaient depuis le début des années 2000, quand il y avait quasiment personne qui écoutait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus... Ça s'est démocratisé, le podcast. Tout le monde écoute des podcasts maintenant. Puis, tout le monde en fait. C'est ce que j'allais dire aussi. Il y a une offre incroyable maintenant de podcasts. Il y en a surtout. Là. Je me souviens quand j'ai commencé, moi, en 2016, là, il y en avait, oui. Mais là, c'est dangereux. Parce que là, il y en a trop. Tu ne peux plus te permettre d'être moyen. Si tu veux être plus que juste ta gang, il faut que tu sois top-notch. Ça force tout le monde à travailler plus fort. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais ça fait que les plus petits, dépendant qui débutent, ben, ça prend du temps des fois à partir. Puis il y en a qui tombent au combat. Je pense qu'il faut, si tu crois à ton projet, il faut s'accrocher. C'est comme n'importe quoi. On est beaucoup, là, on se partage toute la même part de tarte, là, tu sais. Il faut travailler fort. Prenez en considération la qualité du son. Ouais. Faites attention à ce que vous dites. Puis, si vous êtes passionné et que vous parlez de sujets qui vous passionnent, c'est la base. Oui, tout à fait. Ça, je suis sûr de ça. Puis honnêtement, moi, je me suis toujours dit, sur la Terre des hommes, si, mettons, je fais ça juste, comme tu as dit tantôt, Simon, on fait pas ça pour les likes, là. On fait ça parce que nous autres, en tout cas, nous trois, ça nous fait du bien de parler d'autres choses que justement de nos, je sais pas, de notre job, etc. Là, mais en même temps, c'est un peu notre job de parler d'histoire. Oui, mais non, mais... C'est autrement, faites ça pour le fun. Faites pas ça en voulant devenir une vedette puis faire de l'argent. Regardez, il y en a quasiment pas, là. Non, mais je pense qu'il faut faire je pense que c'est important de faire la distinction entre deux affaires, moi, qui m'ont toujours gossé. Il faut le faire pour partager, pas pour influencer. Ça, c'est ça qui est. C'est ça, moi, le terme influenceur, là, je l'ai pour ça. C'est n'importe quoi. C'est pas ça. Là. C'est supposé être un partage. Puis moi, c'est ça qui m'intéressait dans le podcast. C'est ça qui m'intéresse dans écrire des livres. C'est ça qui m'intéresse à Frisson. C'est de partager des histoires, partager des anecdotes, partager une connaissance qui pourrait être nouvelle pour moi. Peut-être que je l'ai appris la semaine passée, comme on apprend un nouveau sujet pour une chronique. C'est pas grave. Moi, en fait, c'est la raison pourquoi je fais les choses. C'est quand comment je peux dire ça? Moi, je manque de motivation dans la vie. Fait que si j'ai pas une raison de faire quelque chose, je le fais pas. Fait que c'est la même. Moi, les histoires de meurtre, ça m'intéressait. Mais si j'ai pas un projet pour faire quelque chose avec ça,
Jamais je vais aller lire ça, j'ai pas le temps. J'aime mieux les projets, j'aime mieux avancer, j'aime mieux créer quelque chose. C'est que dans le temps que je faisais de la musique, mais si je voulais apprendre un nouvel accord de guitare, par exemple, il fallait que je compose une chanson avec. Ça, c'est pas obligé d'être une bonne tune. C'est pas obligé d'être une tune que tu vas rejouer devant quelqu'un. C'est pas obligé d'être important. Là. J'ai besoin de créer quelque chose avec. C'est comme ça que je me l'approprie. C'est comme ça que je fais avec le podcast, avec les histoires. C'était la même chose avec les oubliettes quand je parlais de cinéma. Ça me poussait dans le cul. Ça me motivait, ça me mettait des deadlines pour aller faire la recherche, pour regarder des films, pour aller lire sur tel sujet, parce que là, dans 2 semaines, il faut que je le raconte simplement à des gens que je ne connais pas, puis que tout le monde va comprendre de quoi je parle, et espérer que tu es capable de partager ta passion pour que ça les accroche, puis qu'ils aient envie d'en savoir plus, ou de voir le film, ou de te lire. C'est ça que moi, c'est ça ma drogue, puis ça devrait être ça le podcast. C'est de partager des histoires, de partager des connaissances ou de soulever des questions. C'est correct si tu ne connais pas les réponses, mais dis pas que tu connais la réponse, par exemple. Soulève la question, discutez-en. L'important, c'est de parler. C'est ça qui compte. La communication, c'est la clé. Un grand sage m'avait déjà dit l'important, c'est la régularité dans le podcast. De la digestion aussi. Oui. C'est d'être là. Puis ça, ce grand sage, eh bien, c'est Martin qu'on a quitté il y a quelques années. Ben, il ne nous a pas quittés, il n'est pas mort, là, mais. Elle dit de même, c'était de bon n'importe quoi. Il a quitté la pièce, on s'en souvient encore. Ouais. Il va l'écouter, hein, il l'écoute en ce moment parce qu'on est dans le futur. Bon, ouais, on est dans le futur sur tout ce qui. Alors, Martin, il n'est pas décédé, mais c'est un grand sage. C'est lui qui m'a initié du podcast. Alors, je t'aime, Martin. Voilà. Alors, oui. Simon Predge, merci beaucoup de ta participation. C'est toujours le fun. Ben, je dis toujours, c'est la 2e fois, mais j'ai l'impression de te connaître. J'ai l'impression d'avoir un ami devant moi. À partir de combien de fois qu'on peut dire toujours? On prend de l'avance, c'est la 3e. Ouais, c'est ça. Ben, idem de mon bord, chum. C'est toujours un immense plaisir de venir faire un tour chez vous. Yes. Puis, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis, je crois que nos abonnés ont bien apprécié ta participation. Et puis, bien sûr, on vous... Je ne sais pas ça. Ça, tu ne sais pas s'il a apprécié. Là. Alors, écrivez-le dans les commentaires. Ouais, écrivez-le en commentaire en faisant un avis, soit sur Ars Moriendi ou bien sur La Terre des Hommes ou bien sur YouTube. Et puis, dites-nous si vous avez aimé Simon. Hein, voilà. La chronique Ars Moriendi veut savoir. Alors, merci beaucoup, mon cher Simon Predge. Merci beaucoup à Joe le prof, Joe Saint-Prof, Dilapierre. Merci beaucoup à toi. Là, je me rends compte que j'ai beaucoup de trucs à rattraper. Là, j'ai vu le nombre d'épisodes d'Ars Moriendi qu'il y avait. Je vais commencer par Jonestown, je pense, puis après ça, on va starter par en bas. Oui, exactement. Ah non, vous avez des heures. C'est pas juste de l'épouvante, mais en même temps, c'est une expérience, Ars Moriendi. Oui, tu apprends des choses, on s'entend vraiment dark, mais c'est une expérience avec le son, la narration, les comédiens qui sont au travers de ça. C'est vraiment un délice d'écouter ça. Ah, t'es bien fin. Ouais. On va aller tester ça. Je sais que ce que je raconte, c'est des horreurs, mais une chose que je peux promettre, c'est que c'est fait avec beaucoup de cœur. Ah, voilà, c'est... Quelle belle manière de terminer un épisode. Et puis, mon cher professeur Roussel, merci beaucoup de votre présence. Merci, super épisode, très, très intéressant. Puis personnalité fascinante aussi en même temps. Stéphane, Jay, Joe, merci beaucoup de l'invitation. Stéphane, la dernière fois, il n'était pas avec nous. Joe, tu commençais, mais Stéphane, lui, c'est vrai, en 2020, il n'était pas avec nous. Non. Simon, tu ne le connaissais pas, là. Non, mais son visage me dit de quoi? J'ai dû voir en ligne. Mais professeur Roussel, c'est un écrivain hors pair aussi, c'est vraiment. C'est peut-être ça que j'ai vu. Ouais, c'était peut-être chez Tommy que tu m'as vu aussi. Peut-être. Ça fait longtemps, là, Tommy. Non, je te parle dans les récents. Vie. OK. Non, moi, je vais avec Tommy de temps en temps pour ce qu'on appelle les addendums au Merconspi, qui est son show actuel, là, mettons. Faudrait que j'écoute ça, moi, ces shows-là. Celui de la semaine passée, il était sur la guerre civile américaine. C'est pas ça, c'est pas lui qui fait des shows genre 4-5 heures, 6 heures, des fois. 7, 8 heures, 9 heures. C'est débile. Ça, 7-8 heures avec Tommy?
Moi, non. Moi, au bout d'une couple d'heures, je suis parti, je suis vidé, mais lui, il peut continuer. Là, s'il y a quelque chose à couvrir, s'il y a du matériel, il va passer à travers. Aïe, ça n'a pas de bon sens. Alors, merci à vous, messieurs. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible, oui, sur Apple Podcast, Spotify, baladoquebec.ca et puis YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux, stagiaires, historiens, nos érudits, nos 2 orateurs, nos 2 commanditaires, justement, à Construction avec un S, Rivard de Rwanda, le prochain commanditaire d'Ars Moriendi. Et puis le miel Habitémis. Sûrement qu'il y a quelque chose sur le miel, Simon, dans ton livre, un remède à rapport au miel de cette année. Sur le jus de crâne de momie, par exemple. Le jus de crâne de momie, excellent. Ça doit être bon dans un café, comme le miel. Que je tous les soirs, tous les matins dans mon café. Ouais. C'est vrai, c'est le pire. Merci justement à ces membres Patreon. Pour les rejoindre, c'est bien facile. Le patreon.com/SLTDH. Merci à Twitch, pas à Twitch, mais à Tout ce qui TV de nous diffuser sur Twitch le dimanche vers 17h30. 17h30 environ. Alors, on est dans le futur, on est là en ce moment. Sur la Terre des Hommes est une présentation, oui, des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.